Dans cette vidéo, on va explorer ensemble la cinétique de la fréquence cardiaque en réponse à un effort d'endurance pour savoir exactement ce qui se passe au niveau physiologique et pourquoi on observe ces trois phases distinctes. Avant de commencer, je veux te dire que j'ai volontairement enlevé les publicités de cette vidéo. Alors si tu souhaites soutenir mon travail, merci de regarder cette présentation jusqu'à la fin, de la partager autour de toi et de laisser un commentaire. Merci pour ton soutien. Sans plus attendre, on se plonge dans le contenu et il y a pas mal d'infos que tu vas voir dans cette vidéo qui viennent de ce format de test que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, que j'appelle le protocole 41. C'est pas très compliqué, il y a 4 minutes d'effort, 1 minute de repos et on monte progressivement en intensité sur chaque palier. C'est un test qui peut être mis en place sur plein de modalités différentes comme tu le vois dans les photos ici. Donc par exemple, si on prend cette courbe de fréquence cardiaque en réponse à l'effort et notamment sur ce test de protocole 41, on peut se demander qu'est-ce qui influence la fréquence cardiaque au repos avant toute chose. Au repos, il s'avère que tu as le tonus orthosympathique, donc la branche sympathique de ton système nerveux autonome. Ce tonus de base, il est autour de 100 battements par minute. Mais il s'avère que tu as une deuxième partie de ce système nerveux autonome qui s'appelle le système parasympathique ou la branche parasympathique. Et cette branche, elle vient au final freiner l'intensité du tonus orthosympathique. Ce qui fait que si on prend les 100 BPM de base, on ajoute le frein vagal, comme on l'appelle. On prend en considération aussi la taille du cœur, la taille des ventricules et le volume d'éjection systolique associé, ainsi que la densité capillaire de tes muscles. C'est tout ça ensemble qui va nous donner concrètement ta fréquence cardiaque de repos. La moyenne chez les adultes est autour de 70 BPM par minute, mais pour toutes les raisons que je viens de te citer, c'est pour ça qu'on voit certains sportifs hautement entraînés en endurance qui ont des fréquences cardiaques au repos en dessous de 40 battements par minute. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait au repos, on peut se poser la question, est-ce que la fréquence cardiaque, elle répond directement à la consommation d'oxygène? Est-ce que c'est la VO2 qui va influencer la fréquence cardiaque qu'on analyse ensemble? Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que forcément, il y a un lien assez étroit entre la consommation d'oxygène en bleu et la fréquence cardiaque en rouge. Mais même si on voit une petite dérive sur la droite qu'on pourra expliquer plus tard, mais concrètement il faut se dire que la consommation d'oxygène, la VO2, c'est une réponse métabolique, alors que la fréquence cardiaque, elle, c'est une réponse autonome au niveau du système nerveux. Et on peut alors se poser la question, d'où vient cette VO2 au final? Elle vient du muscle. Concrètement, elle vient de la consommation en oxygène musculaire. Et ça, on peut le mesurer avec un outil qu'on appelle le Moxy Monitor que tu vois sur l'image à gauche, qui va au final envoyer un signal lumineux dans les capillaires sanguins et qui va mesurer entre l'hémoglobine et la myoglobine que tu vois en bas au milieu, lesquels sont saturés en oxygène ou pas, lesquels transportent de l'oxygène ou pas. Et concrètement, on va voir l'équilibre entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène. Les capillaires, c'est un petit peu comme les places de taxi à l'aéroport. Plus il y en a et plus tu peux faire arriver de personnes en même temps, plus tu as de capillaires sanguins et plus tu peux faire arriver de molécules chargées en oxygène, d'hémoglobine en même temps. Et donc cette cinétique de l'oxymétrie musculaire, ce qu'on va mesurer directement dans les capillaires sanguins, ce qui est intéressant, c'est que on va observer trois phases qui vont être très très proches des trois phases au final que l'on retrouve dans la fréquence cardiaque. Si on prend un des intervalles ici de 4 minutes d'effort avec 1 minute de repos, on a une phase initiale en vert, on a une phase secondaire en jaune et on a la phase finale, la troisième phase en bleu. Et ça, tu vois que la tête, on va dire, ou la cinétique simplement des différentes phases, elle va changer selon l'intensité de l'effort. Et si on compare directement la consommation d'oxygène au niveau musculaire et la consommation d'oxygène au niveau global, on voit que c'est deux mesures qui se reflètent plutôt bien. Maintenant, voyons directement ce qui se passe au niveau de cette réponse cardiaque à l'effort. On a en vert ici le début de l'effort à une intensité constante et on a l'arrêt de l'effort après les 4 minutes et on voit concrètement qu'il y a trois phases distinctes dans cette réponse cardiaque. Alors quelles sont ces trois phases distinctes et surtout qu'est-ce qui les influence? C'est ce qu'on va voir maintenant.
Tout d'abord, on va parler de la phase initiale qui prend place dans les 60 premières secondes à peu près. Et on va appeler ça l'élévation cardiaque. Ensuite, on verra la phase secondaire qui prend place au-delà de la première minute d'effort à intensité constante. On va appeler ça la dérive cardiaque. Et la phase finale ou la phase après l'effort, c'est celle qu'on appellera récupération cardiaque. Avant de commencer, c'est encore une fois important de comprendre de quoi est fait notre système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome, il a concrètement deux branches, la branche parasympathique et la branche sympathique ou orthosympathique, comme on peut l'appeler également. Il y a techniquement deux sous-branches à cette branche parasympathique, le nerf vague dorsal et le nerf vague ventral, qui ont au final des fonctionnements qui sont différents l'un de l'autre, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la partie ventrale du nerf vague et le système orthosympathique. Et dans cette phase initiale, l'élévation de la fréquence cardiaque dans la première minute d'un effort d'endurance, on a notamment le système nerveux autonome qui vient jouer un rôle important. On a vu qu'au repos, on avait un tonus parasympathique qui était élevé et un tonus orthosympathique qui était plutôt faible. Mais il s'avère que dès le début de l'effort, on va avoir ce qui s'appelle un retrait du frein vagal. On va avoir une baisse du tonus parasympathique dans les premières secondes et ça va être une des choses qui fait que la fréquence cardiaque monte aussi vite au début de l'effort. Et dans les secondes qui suivent, dans la minute qui suit, on va avoir une augmentation progressive du tonus orthosympathique. Donc on peut dire que la phase initiale est influencée par un retrait du frein vagal suivi d'une augmentation du tonus orthosympathique en réponse à l'effort. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passe. On a aussi la commande centrale qui vient du cerveau, ainsi que les signaux afférents musculaires qui tous les deux vont faire un reset du baroréflexe. Donc on a la phase initiale qui est également modulée par un reset du baroréflexe et ça va influencer la vitesse à laquelle augmente notre fréquence cardiaque dans cette phase initiale de l'effort. Mais maintenant que l'effort a commencé, maintenant qu'on est dedans, c'est d'autres paramètres qui vont influencer la dérive cardiaque. Alors voyons ça ensemble. Dans cette phase secondaire, on a 4 facteurs notamment qui vont influencer ce qu'on appelle la dérive cardiaque. Et il semblerait que la dérive elle soit principalement causée par l'activation orthosympathique. On en a parlé juste avant, c'est quelque chose qui va continuer dans l'effort et surtout avec l'intensité. Il y a aussi l'accumulation de fatigue, notamment des différentes molécules qui sont la cause de la fatigue telle qu'on la comprend aujourd'hui, les phosphates inorganiques, les ions d'hydrogène. Leur accumulation vont engendrer cette dérive cardiaque. Et on a également l'augmentation de la chaleur corporelle et la déshydratation progressive. Tous ces facteurs vont avoir une incidence directe sur la dérive cardiaque. Et il s'avère que la dérive cardiaque, elle évolue pas de la même manière selon l'intensité. Il semblerait que la dérive, elle est quasi absente sous le premier seuil, en tout cas en théorie. Et au-delà du premier seuil, donc à moyenne et à haute intensité, on voit qu'elle augmente progressivement avec l'intensité et avec le temps qui passe également. On le voit bien ici sur ces 3 courbes, avec la première courbe de fréquence cardiaque qui a été celle à 150 watts, la deuxième à 250 watts qui se trouverait à moyenne intensité pour cet athlète, et la troisième à 350 watts, encore une fois pour ce même athlète. Et c'est normal qu'on ne voit pas de dérive cardiaque, en tout cas dans quelqu'un d'entraîné à basse intensité, en tout cas dans les premiers instants, premières minutes de l'effort, voire premières heures si on est très très en forme. C'est simplement qu'à basse intensité, on a un équilibre qui est au niveau musculaire. Et ça fait qu'il y a peu de répercussions sur le corps dans sa globalité. Alors forcément, le cœur, il fait son travail, mais il n'y a pas de dérive en termes d'accumulation progressive de fatigue par rapport à un effort à basse intensité. Personnellement, ce que j'ai également observé, c'est qu'il y a une influence de la typologie musculaire et du niveau d'entraînement de la personne sur la dérive cardiaque. Et on peut le formaliser de la manière suivante, c'est que le profil athlétique et le niveau d'entraînement influencent la magnitude de la dérive à une intensité donnée. C'est-à-dire que si quelqu'un a plutôt un profil puissant, beaucoup de fibres rapides, et ou si la personne est nouvelle en endurance, on aura typiquement une dérive qui sera plus importante
que chez des personnes qui ont soit un profil endurant, donc une grande proportion de fibres lentes, ou alors des personnes qui sont hautement entraînées en endurance. Maintenant qu'on a vu la phase initiale et la phase secondaire, voyons ce qui se passe après l'effort pendant la récupération cardiaque. Dans la phase finale, on a simplement l'inverse qui prend place au niveau du système nerveux par rapport à ce qu'on a vu dans la phase initiale, dans l'élévation de la fréquence cardiaque. On voit que cette phase de récup, elle est modulée par un retour du frein vagal couplé à une baisse progressive de l'activation orthosympathique. Et c'est ces deux facteurs qui vont faire que la fréquence cardiaque baisse rapidement, notamment dans la première minute de l'effort. Et il s'avère qu'il y a un lien intéressant entre la récupération cardiaque et la santé. C'est la chose suivante, c'est qu'une récupération cardiaque qui est rapide est un signe de bonne condition physique. Et on voit notamment que si on a une récupération cardiaque qui est moins efficiente, on voit que ce paramètre est corrélé à une augmentation de toute cause mortalité. Donc tu as plus de chances de mourir de plein de choses si ta récupération cardiaque est faible. Cela dit, il ne faut pas se faire avoir parce qu'il y a notamment une situation où ça ne s'applique pas, ou en tout cas, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants pour ne pas faire une erreur. Et ce que je veux dire, c'est que dans certaines situations, une récupération cardiaque rapide ne veut pas forcément dire que tu es en forme. Et là, on va prendre ce que Anaël Aubry nous a appris sur son modèle de la fatigue, avec ces 4 états de la fatigue, notamment la fatigue aiguë, le surmenage fonctionnel ou non fonctionnel et le surentraînement. Et il s'avère qu'il y a différents signes qui sont associés à ces différents états, et notamment si quelqu'un est en surmenage, c'est-à-dire qu'on en fait trop par rapport à ce qu'on arrive à encaisser comme volume, comme charge d'entraînement, on voit que la récupération cardiaque, que j'ai abrévié HRR, Heart Rate Recovery en anglais, ce paramètre va être impacté par un état de surmenage, c'est-à-dire qu'on a une fréquence cardiaque qui semble récupérer très très rapidement après un effort, trop rapidement même par rapport à ce qu'on verrait d'habitude. Et forcément, ça, il ne faut pas le prendre en isolation. Il faut l'associer au ressenti de l'athlète, à l'état général de l'athlète. Et c'est ça qui nous permet de faire la différence entre une récupération cardiaque qui est rapide et qui est positive, ou une récupération cardiaque qui est trop importante, qui est trop rapide par rapport à ce qu'on voit d'habitude et qui est couplée à des ressentis à l'effort et à l'entraînement qui ne sont pas positifs. On prendra forcément la citation de Nils van der Poel qui nous dit qu'il faut savoir écouter son corps lorsqu'il te murmure pour ne pas devoir l'entendre crier. Pour la conclusion, on peut dire que la cinétique de la fréquence cardiaque peut être utilisée pour suivre les progrès du sportif en endurance ainsi que son état, et il est important de contextualiser les données, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la séance que tu as fait, la modalité que tu as utilisée, course à pied, vélo, etc., le format des intervalles et de la séance, l'environnement dans lequel tu étais, est-ce que tu étais dehors, est-ce que tu étais à l'intérieur, est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid, et tout ça te permet de maintenir une cohérence dans l'interprétation des résultats. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir des séances clés que tu répètes ou que tu fais répéter à tes sportifs de manière régulière afin de pouvoir quantifier et comparer ces cinétiques. Forcément, tu ne prends pas ça en isolation, tu prends aussi en compte leur ressenti et tu prends aussi en compte la charge externe, c'est-à-dire les kilomètres/heure en course à pied, les watts en vélo, le travail produit. Et avec ce triangle des 3 P, performance, physiologie, perception, tu peux avoir un suivi cohérent de l'entraînement et de l'évolution physiologique de ton sportif. Merci d'avoir regardé cette présentation, j'espère qu'elle t'a plu. Et maintenant, si tu veux continuer à te former avec moi, je t'invite à regarder le petit clip que je t'ai préparé pour t'expliquer exactement ce qui se passe dans ma formation Mastermind Endurance qui reprend le 13 septembre prochain. Le Mastermind Endurance, c'est la formation dédiée aux coachs prépa physique et kinés qui veulent savoir planifier l'endurance pour leurs sportifs. L'objectif est de développer des compétences concrètes que tu peux tout de suite appliquer sur le terrain afin d'écrire des programmes individualisés et adaptés à ceux et celles que tu coaches. Beaucoup plus simple pour moi de pouvoir planifier. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus rapide. Je sais exactement où je vais et il y a un peu moins d'improvisation. Que tu encadres des crossfitters qui manquent d'endurance, des débutants en course à pied ou en aerox qui veulent éviter la blessure ou des cyclistes confirmés en recherche de performance,
performance. Cette formation couvre tout ce que tu dois savoir pour planifier avec confiance et compétence. Plus d'assurance et me sentir plus pro. Le format 100% distanciel sur 12 semaines combine des temps d'études en autonomie et des mises en commun avec les autres apprenants afin de progresser sereinement sans surcharger ton emploi du temps pro ou perso. Chaque semaine, tu accèdes à un nouveau module théorique qui pose les bases, des exercices de consolidation pour ancrer tes nouvelles connaissances, des mises en situation concrètes sous forme d'activités pratiques et de cas d'études afin de développer de vraies compétences, et une classe virtuelle avec les autres apprenants pour combiner vos expériences et enrichir votre apprentissage. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Je travaille plus au hasard. C'était une de mes meilleures formations que j'ai faites, qui était la plus complète. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les places sont limitées. Tu retrouveras toutes les informations ainsi que le lien vers la liste d'attente sous cette vidéo.